La faim la tenaille et l'empêche de cacher sa vraie nature. Poursuite de la lecture du prix de la survie avec le chapitre 12, Yévan. Après plusieurs heures de route dans la bonne humeur, nous arrivons à la bifurcation permettant l'entrée dans la forêt de Povart. Cette forêt qui longe la montagne du même nom est très peu visitée et seuls quelques petits villages y résident tranquillement, comme celui de Loris. Je me retrouve assis à l'arrière, après avoir échangé ma place avec Alva, dès l'apparition du soleil dans le ciel. Marcus et elle discutent de futilités, pendant que nous restons silencieux à l'arrière. Elana se reposant entre Loris et moi. Je l'observe du coin de l'œil, et même si elle ne le montre pas aux autres, je sens bien qu'elle est affaiblie. Nous continuons de rouler encore quelque temps dans la forêt, quand nous apercevons la dernière bifurcation avant d'arriver au village de Loris. Je demande à Marcus de se garer un peu en retrait. Le soleil n'est plus visible à travers les arbres, nous permettant de sortir sans souci de la voiture. Il nous reste que quelques kilomètres avant d'arriver. Pourquoi on s'arrête maintenant? Demande Loris. Parce que c'est ici que nous nous séparons, lui dis-je en me tirant. Quoi? Pourquoi? Je voulais vous montrer mon village et les personnes qui pourraient confirmer mon histoire. Je comprends, Loris, mais ça serait trop dangereux. Si nous arrivons ensemble au village, il est fort probable que l'information remonte jusqu'au passeur et qu'il vous bloque pour avoir été vu avec un originel. Ou pire, qu'il décide de vous tuer sans vous laisser approcher. Ah ouais, je comprends. Se résigne le canidé. Vaut mieux rester discret. Si vous voulez être discret, faudrait peut-être qu'elle range ses crocs, votre cher espoir, soupire Alva en fixant Elana. Ça se voit à 15 kilomètres que c'est un vampire. Voyant que la jeune vampire commence à s'énerver, Marcus intervient à son tour. Même si Alva pourrait faire preuve d'un peu de tact, elle n'a pas tort. Aucun animalus n'a de canine aussi proéminente. Elle baisse la tête suite à cette remarque, honteuse. J'y arrive pas. Encore mieux, renchérit la panthère. Comment est-ce qu'elle peut infiltrer un territoire ennemi si elle n'est même pas capable de ranger ses dents? La tension entre les deux femmes est palpable et risque d'exploser à tout moment. Oh, du calme, du calme. Je m'interpose entre elles. Pour votre information, ce n'est pas une chose sur laquelle nous avons un contrôle consciemment. Elles sortent d'elles-mêmes en cas de forte émotion, comme la colère, l'excitation, la peur ou lorsque nous avons faim. Je fixe alors Elana plus attentivement et je pense enfin comprendre les raisons de son affaiblissement. Je m'approche d'elle et lui demande à voix basse. Elana, quand t'es-tu nourrie la dernière fois? Quand je suis partie de Catalie avec Chris, me répond-elle en chuchotant à son tour. Tu n'as pas bu ce que je t'ai donné le lendemain de l'attaque? Décidément. Et je suppose que ce n'est pas du sang humain dont tu t'étais nourrie. Elle détourne le regard, confirmant mon hypothèse. Marcus s'est approché de nous, seul. Yévan, tu peux nous expliquer ce qui se passe? Oui. Si l'écrou d'Elana ne se rétracte pas, c'est parce qu'elle n'a pas étanché sa soif. Elle refuse de se nourrir de sang humain, ce qui fait qu'elle n'est jamais vraiment rassasiée. Ah, je vois, dit Marcus. Ah bah super, ricane Alva. Une végétarienne et anémiée. Putain, vous avez misé sur le bon cheval. Fais gaffe à toi, réplique Elana. Je pourrais avoir envie de goûter le sang d'un animalus pour mon premier vrai repas. Elle se toise prête à frapper au moindre geste. Les femmes sont vraiment incontrôlables. Ça suffit maintenant, vous deux. Ce n'est pas le moment. Loris, apporte-moi le couteau qui est dans la portière passager, s'il te plaît. Ok. Il va le chercher et me le donne. Mais tu vas faire quoi avec ça? Nous allons la nourrir. J'emmène Elana plus en profondeur de la forêt pour nous mettre à l'écart. Marcus empêche nos jeunes amis de nous suivre. Dès que j'estime être assez éloigné, j'assieds ma camarade sur une branche posée au sol et me place face à elle. Dis-moi, t'es stupide? Comment pensais-tu survivre là-bas sans te nourrir convenablement avant? J'avais l'intention de chasser, m'assure-t-elle. Ce n'est pas le sang de quelques lapins qui vont te donner de la force, et tu le sais. De plus, les terres du Sud ne sont pas des terres où tu pourras trouver des animaux si facilement. Ce sont les humains, le bétail, là-bas. Qu'est-ce que tu feras si ta soif devient trop grande? Si tu te mets à attaquer tout ce qui bouge, et que tu deviens ce genre de monstre que tu détestes tant? Y as-tu seulement pensé? Bien sûr que j'y ai pensé, dit-elle en se levant brusquement. Bien sûr que je sais que boire du sang humain me permettrait de tenir plus longtemps ma soif à distance et me redonnerait les forces que j'ai perdues. Je sais tout ça.
Mais il est hors de question que je me nourrisse d'humains comme j'étais avant. Elle reprend place, pose sa tête dans ses mains. Je ne peux pas la blâmer. J'ai moi-même fait ce choix durant des années avant la Grande Guerre, et je n'ai pas planté mes crocs directement dans un corps chaud depuis celle-ci. Je me penche vers elle et pose mes mains sur les siennes pour la réconforter. Il y a une autre solution. Elle me regarde d'un air suppliant. Pendant la guerre, nous avons combattu les nôtres, et, voulant protéger le peu d'humains restant sur le champ de bataille, nous avons bu le sang de vampires vaincus. Le sang des vampires est aussi nourrissant que celui des humains. Elle écarquille les yeux devant cette révélation. Bah, pourquoi vous nourrissez-vous d'humains alors? Pour les mêmes raisons que tu ne veux pas boire de sang humain. Il nous est interdit de le faire, c'est considéré comme du cannibalisme, mais pas seulement. À trop forte dose, il s'avère que le sang de vampire est plus délétère que bénéfique. Certains de ceux qui en ont consommé sont devenus accros, comme une drogue. Leur corps se transformait en un monstre difforme et ils perdaient la raison. Pourquoi est-ce que tu me dis ça si c'est pas une solution? Parce qu'en cas d'extrême urgence, tu sais maintenant que tu peux te nourrir d'eux. Autre chose, le seul sang vampire qui ne provoque pas cette réaction est celui des originels. Ouais, sinon tous vos soumis seraient dans ce cas-là, en déduit-elle. C'est ça. J'en viens donc à ce qui m'a fait t'amener ici. Je soulève la manche de mon suite, prends le couteau et le dirige vers mon poignet. Elle arrête mon geste paniqué. Attends, oh, qu'est-ce que tu comptes faire là? Tu vas tout de même pas. Si, c'est la meilleure solution. Tu pourras tenir plusieurs semaines sans avoir besoin de te nourrir, peut-être même que tu seras rentré avant que tu commences à ressentir de nouveau la faim. Je vois dans ses yeux qu'elle hésite, mais c'est la seule solution qu'il nous reste. Elle me relâche. Je saisis fermement le manche du couteau et tranche mon poignet d'un coup sec, avant de diriger la plaie saignante vers elle. Elle prend mon bras à deux mains sans pour autant l'approcher des lèvres. Tu peux y aller. Vas-y doucement. Boire directement sur le corps de quelqu'un est bien différent des verres que je t'avais laissés. Tu seras prise de frénésie, mais je t'arrêterai le moment venu. Elle hoche la tête en signe de compréhension. Elle avance lentement sa bouche des chairs de ma main. Ses crocs se plantent facilement, provoquant une vive douleur sur toute la longueur de mon bras. Elle boit goulûment le liquide chaud qui s'échappe de la plaie. La couleur de ses yeux se ternit, et elle enfonce ses dents un peu plus loin. Après quelques secondes, elle relève la tête d'elle-même. Du sang coule de la commissure de ses lèvres, et elle la colle à mon oreille. T'es-tu déjà fait mordre à la gorge, Evan? As-tu déjà ressenti ce que ça fait d'être la proie, et non le chasseur? Avant que je ne puisse répondre, je me retrouve plaqué au sol par le poids de son corps, accroupi sur moi. Elle maintient mes cheveux d'une main et tire ma tête sur le côté pour dégager mon cou. Je comprends où elle veut en venir, et je m'agite pour la dégager, mais elle fait pression sur moi avec son bassin, m'empêchant de bouger. Les quelques gorgées prises juste avant lui ont redonné sa force perdue. Elle se penche alors doucement de mon visage, oui, et passe sa langue sur le lobe de mon oreille. Un frisson me parcourt le corps, faisant hérisser mes poils. D'une voix douce et lente, elle susurre quelques mots avant de plonger ses canines dans la peau transpirante de mon cou. Un gémissement s'échappe de mes lèvres sous le choc de cette morsure. Comme pour répondre à mon cri, elle progresse encore plus dans ma chair. Je ferme les yeux pour contenir une forte vague d'excitation qui me parcourt, un sentiment que je n'ai pas ressenti depuis des siècles. J'ouvre les yeux et vois sa gorge à quelques centimètres de moi. J'approche pour humer son odeur et je remarque à ce moment que mes crocs sont eux aussi de sortie. Une folle envie de planter mes dents à mon tour en elle m'envahit. Sa frénésie me contamine. Elle remue de plus belle sur mon corps immobile, aspirant de plus en plus fort. Je résiste de toutes mes forces pour ne pas succomber à l'appel de mon instinct. Cela devient de plus en plus difficile. Je la repousse violemment pour me dégager enfin de son plaquage et je me redresse rapidement. De son côté, elle est encore au sol, désorientée, le temps que la folie en elle redescende. Elle se tient la tête et me regarde sans comprendre ce qui se passe. En effet, je lui ai caché cet effet secondaire pour qu'elle le comprenne d'elle-même et qu'elle comprenne pourquoi il faut être vigilant en buvant le sang de nos congénères. Ça va aller. Ce sont des bribes de souvenirs, de mes souvenirs. Quand tu bois le sang d'un vampire, tu vois son passé pendant quelques secondes, avant que les images ne disparaissent. On en vient à la deuxième raison qui m'a poussé à faire ça. Tu ne dois en aucun cas laisser quiconque boire ton sang, ou ils obtiendront des informations que tu ne pourras pas cacher. Il est très difficile d'orienter ces souvenirs pour ne montrer que ce que l'on veut. Maintenant que tu es rassasié,
rejoignons les autres. Je lui tends la main pour l'aider à se relever et nous nous dirigeons vers la voiture laissée un peu plus loin. Je ne fais que peu de pas quand mes jambes défaillent soudainement, vidées de toute énergie. J'essaie de retenir ma chute, mais je suis trop faible. Alors Elana se précipite vers moi et passe son bras sous le mien pour me maintenir debout. Elle m'aide ainsi à marcher. Euh, Ivan, hésite-t-elle. Merci. Je tourne difficilement la tête vers elle. Elle ne me regarde pas, mais fixe plutôt au loin, un sourire sur les lèvres. Nous avançons à travers les bois sans dire un mot de plus. Nos compagnons accourent à notre rencontre quand nous approchons du camp de fortune qu'ils ont monté en notre absence. Elana me dépose près du feu, sur le sol. Loris et Marcus s'installent autour de nous. Qu'est-ce qui s'est passé? S'inquiète Loris. Vous êtes couvert de sang. Et Evan, on dirait qu'il a perdu toutes ses forces. Vous n'avez pas été chassé dans un village à proximité, rassurez-moi. Les paroles de Marcus nous font sourire. Non, ne t'inquiète pas. Elana a respecté son souhait de ne pas se nourrir d'humains. Ah, d'accord, je suis soulagée. Mais qu'est-ce que vous avez fait alors? Il s'interrompt lorsque ses yeux se posent sur les marques de morsures encore fraîches sous mon oreille, et il se met à glousser comme une jeune adolescente. Oh, je vois, c'est donc ça. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? S'inquiète encore plus Loris. Rien, t'en fais pas. Elana le frappe à l'épaule. Tout va bien. Marcus, où est Alva? Je demande. Oh, oui, dit-il. Elle a repéré une rivière un peu plus loin et elle est partie se laver. Tiens, bonne idée, dit Elana. Je vais y aller aussi et en profiter pour me changer. Évitez de vous noyer mutuellement, surtout, crie Loris quand elle s'éloigne. Ne t'en fais pas, j'ai déjà bien mangé, ricane-t-elle. Dernière réplique le fait rire aux éclats, détendant l'atmosphère. Je reste assis sans bouger pendant que les garçons préparent de quoi se restaurer. Doucement, je sens mes forces me revenir. Loris brise le silence. Donc, d'après ce que j'ai compris, la voiture que nous a fait envoyer Johan va nous servir à Elana et à moi pour descendre à Catali, c'est ça? C'est ça. Elle arrivera demain matin. Nous continuerons notre route de notre côté avec le 4x4, tandis que vous irez par le milieu des terres vers le sud. Oh, voilà un plan bien pensé. La voix d'Alva retentit derrière nous. Ah, vous êtes de retour. Comment était cette baignade? Demande Marcus. Intéressante, répondit Elana de l'autre côté. Oh, vous vous entendez mieux, on dirait, se réjouit Yoris. Peut-être que vous vous êtes rapproché au creux d'une cascade. Tu aimerais le savoir, le taquinent les filles. Après avoir dîné, nous discutons de choses futiles sans penser à ce qui nous attend le lendemain. Alors que la lune a pris la place du soleil dans le ciel depuis plusieurs heures, les mortels décident qu'il est temps pour eux de dormir. Ils forment alors un cercle de sacs de couchage autour du feu. Bien qu'elle ne soit pas obligée de dormir, Elana se couche près de Loris pour renforcer l'odeur de celui-ci sur ses vêtements, étant donné que la réussite de cette mission repose sur son infiltration parmi les animalus. Cette situation m'irrite quelque peu et j'ai même l'impression que le canidé le remarque et en joue. Je décide de mon côté de parcourir les alentours de la forêt en attendant leur réveil. Le soleil ne pointe que ses premiers faibles rayons à l'horizon lorsque tout le monde se sort des bras de Morphée. Après avoir rangé nos affaires et rejoint la deuxième voiture, il est temps pour nous de nous séparer. Bonne chance, mon ami, commence Marcus en serrant la main de Loris. Puis il se dirige vers Elana. Ma chère, il la prend dans ses bras. J'espère te revoir bientôt et prends soin de lui. T'en fais pas, je veille au grain, lui répondit-elle. À bientôt, Marcus. Alva, fidèle à elle-même, ne décroche pas un mot et prend déjà place à l'intérieur de l'habitacle du 4x4. Marcus la rejoint et se place au volant. Loris, quant à lui, se tient appuyé contre la voiture noire mise à disposition. Je reste seul au centre, avec Elana. Ne sachant pas quoi lui dire, nous n'avons pas parlé depuis ce qui s'est passé hier. Ne commets pas d'imprudence, sont les seuls mots que j'arrive à prononcer. Je m'apprête à partir en direction de Marcus, n'attendant pas de réponse de sa part, compte tenu des tensions qu'il y a entre nous depuis le début. Yévan, m'interpelle-t-elle. Je me tourne vers elle et je la vois s'approcher de moi. Elle me serre alors dans ses bras. Sois prudent aussi de ton côté. Je lui rends son étreinte et enfin nous nous séparons. Chacun prend la direction de son véhicule. Cependant, une dernière chose me titille le bout de la langue. Je la reverrai peut-être jamais et je n'aurai peut-être pas d'autre occasion. Sans me retourner, la poignée de la portière dans la main, je lui crie cette phrase que j'aurais dû lui dire déjà lors de l'enterrement de Chris.
Tu te souviens de ce que t'as dit à l'enterrement de Chris? Sache que pour moi, tu n'es pas morte. Et voilà, fin du chapitre. Pour les petits fans de Twilight, petit clin d'œil. Vous avez vu le petit clin d'œil à Twilight? J'espère que oui. Sinon, dites-moi en commentaire. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le dirai. Et qu'est-ce que vous pensez de cette dernière phrase de Yevan? Est-ce que leur relation va évoluer? Suite dans les prochains chapitres.